DH Football Club. Le décrassage. Salut à tous, très heureux de vous retrouver dans le DH Football Club pour un nouvel épisode du décrassage. Casting du jour, bonjour, il n'a pas de rayures, il est tout de blanc vêtu. Salut Julien Parsinski. Bonjour Jonathan, bonjour à tous. Ils ont remporté le choc wallon. Kevin Sauvage et Maxime Jacques. Bonjour messieurs. Bonjour, Salut. on n'a pas joué, sinon ça aurait été différent. Ça, je veux bien le croire. Et lui, il a sonné l'alerte derrière les casernes pour Wesley Hout. Salut Christophe Franken. Salut Jonathan. Et on commence tout de suite par l'importance et les 3 points, vous le savez, dans le décrassage. L'important, c'est les 3 points. Messieurs, j'aurais bien voulu vous décerner 3 points, vous attribuer 3 points après vos pronostics. Je ne vous félicite pas. Christophe, tu avais pronostiqué un partout pour le choc wallon. À moitié bon. Idem pour Romain. Vincent, c'était 2-1 et Maxime 0-0. Les buts de contre ça compte, ouais. Jusqu'à preuve du contraire, je pense. Mais non, plus sérieusement... Si Dan Mainz est un joueur quand même normal, c'est 1-1, j'avais le bon résultat. Je suis vainqueur moral, je trouve. Voilà. Ouais, ça n'engage que celui qui le dit. Plus sérieusement, messieurs, on va commencer par le Standard en se posant cette question, c'est comment vivre sans Amala. Le Standard a vécu un premier match sans Amala. Kevin, c'était la grosse info du week-end, sa mise à l'écart. Ouais, on est en août ou en octobre? Parce que cette question, mais voilà, je blague, mais si vous fouillez dans nos podcasts, vous retrouverez celui sur lequel... Sauf que cette fois-ci, il va bien falloir. Voilà, cette fois-ci, il va bien falloir, mais on l'avait un peu annoncé, que ce divorce en filigrane pendant des semaines, on savait que Selim Amala ne prolongerait pas au Standard. C'était trop compliqué, il y avait trop d'écart entre l'offre et la demande. Entre-temps, on nous dit que l'offre et la demande se sont rejointes, mais que finalement, ça n'aurait pas plu à Selim Amala, ça n'aurait pas satisfait Selim Amala. Voilà, ce sont des popotes internes, mais qui ont été étalés sur la place publique au grand jour. C'est effectivement un choc, entre guillemets, avant le choc, puisque vendredi dernier, avant la théorie, avant la vidéo, Selim Amala s'est vu invité à rentrer chez lui. Allez, dans son entourage, on nous dit, on lui a dit de rentrer chez lui, et à mardi, tu nous diras si tu prolonges ou pas. Bon, c'est peut-être un petit peu caricatural. De l'autre côté, on dit que le joueur n'a pas respecté des engagements liés à la négociation de contrat. Voilà, c'est un petit peu... C'est quand même étrange de parler d'engagement lié à la négociation d'un contrat. Bah, on est sur un terrain assez glissant, là. Il y a 2 points que le Standard soulève, à mon sens. Le premier, c'est le fait, effectivement, qu'il n'ait pas accepté ce qu'on lui ait donné après l'avoir demandé. Donc ça, c'est ce qu'on dit en off. On ne le dira pas en on. Donc là, c'est un peu malsain aussi, parce on révèle des négociations sans vraiment mettre un nom sur les choses. Donc je trouve ça moyen. Et de l'autre côté, on reproche aussi aux joueurs de ne penser qu'à la Coupe du Monde. Il y a encore à boire et à manger, parce que ça arrangeait bien aussi le Standard pendant 10 matchs que Amala pense à la Coupe du Monde. Et je l'écrivais ce matin. On a eu le cas de figure en 2018 avec Mehdi Carcella, où on a encensé Mehdi Carcella pour ses playoffs dont tout le monde se rappelle, parce qu'il y avait la carotte de la Coupe du Monde derrière. Après, la direction a peut-être réfléchi en se disant, en pensant peut-être aussi à ce cas de figure-là, en se disant oui, mais Carcella, le Carcella post-Coupe du Monde, c'était le fantôme du Carcella avant Coupe du Monde. Il ne voulait pas avoir ça avec Selim Amala. Kevin, juste 2 points importants quand même dans ce dossier. C'est le salaire, parce que ça a été vraiment un point d'achoppement entre les deux camps. Amala voulait un salaire entre guillemets à la Avenatti qui dépassait le 1 million d'euros. Tu m'arrêtes si je me trompe. C'est un salaire qui correspondait selon lui mieux à son statut, qui est celui de joueur le plus décisif du club depuis les départs d'Mpoku, depuis les départs de Carcella. C'est quand même celui qui fait la différence. Allez, je ne vais pas dire 9 fois sur 10, mais 6 fois sur 10, on va dire ça ainsi. Donc c'est une aspiration qu'on peut comprendre, qui est pour moi logique. Maintenant, si d'aventure c'est réel que effectivement ces demandes ont été exaucées, mais que finalement il a redemandé plus, on va dire ça comme ça. Là, on peut comprendre aussi qu'il y ait une divergence d'opinion, mais voilà, c'est vrai que la direction avait dit les gros salaires, c'est terminé. Donc c'était un petit peu compliqué, quoi. Et l'autre point, c'est qu'il s'est lié à Stellar, qui est la plus grosse boîte d'agents dans le monde. Ça aussi, quand on change d'agent, généralement, c'est rarement pour prolonger. Clairement, le but, c'était d'aller en Angleterre. C'était l'Angleterre qui était visée. Lui, il avait aussi un petit peu des touchettes en Espagne, en Allemagne. Il a été fort déçu par le non-apport de Stellar.
C'est vrai que quand on signe avec Stellar, on s'attend à un bon transfert. Le dernier en date, c'était Doku, si je ne m'abuse. Voilà, c'est pas arrivé. Ça a été une grosse déception pour Selim Amala, effectivement. Mais je trouve, c'est un avis qui n'engage que moi, vous me direz si vous êtes d'accord ou pas, mais que ça ne se voyait pas sur le terrain, que en coulisses, il se passait ça. Alors oui, Selim Amala est un joueur clivant, est un joueur qui râle souvent, mais c'est un joueur décisif. Donc il y a à boire, encore une fois, et à manger dans cette décision. Maxime, comment le vestiaire du Standard a accueilli cette nouvelle ? Ouais, on aura posé évidemment la question après le match et ils disaient tous voilà, c'est leur business, c'est le business entre le club et le joueur, mais on sait tous que Selim est un top joueur, donc sportivement la perte elle est indéniable pour le Standard, surtout lorsqu'on sait que Zinkernagel, qui est un petit peu le remplaçant dans le style de Amala, est suspendu pour le match face à l'Antwerp, donc il y a une grosse question qui se pose déjà pour dimanche. Mais voilà, il y a aussi un message de la part de la nouvelle direction qui dit voilà, quand on chipote avec nos pieds, on écarte. Et on pourrait se poser la question, tiens, pourquoi est-ce que Nicolas Raskin, lui, est toujours là ? Et la réponse, on vient de l'avoir passé derrière les écrans, en tout cas c'est une partie de la réponse, c'est lui qui porte le drapeau du Standard. Nicolas Raskin est très identifié aux supporters du Standard, alors que Selim Amala, si on se souvient la semaine dernière, il sort sous les sifflets. Et ça, c'est la grande différence entre les cas des deux joueurs, même s'il faut le rappeler, Nicolas Raskin a aussi sa passe compliquée, où là, c'était un choix du coach et non du club qui disait on sent qu'il est perturbé par les négociations de transfert. Ici, c'est pas être perturbé, c'est que les négociations se sont mal passées. Tour de table rapide, messieurs. Est-ce que le Standard a raison, Christophe, de se comporter de la sorte ? Oui, clairement, c'est des nouveaux patrons, il faut marquer le territoire. Et c'est le cas idéal, hein, évidemment. Et même pour le coach aussi, c'est l'air de dire, regardez, c'est un super week-end finalement pour lui. On écarte le potentiel meilleur joueur de l'équipe, même si Zinkernagel maintenant est dans les mêmes eaux. Et on gagne quand même un choc wallon, on est bien. Donc franchement, c'est super pour lui. Et Amala, finalement, c'est une bonne nouvelle aussi pour lui. Il va aller à la Coupe du Monde, sa valeur va grimper. Il va être un joueur libre quasiment, ou sauf s'il part en janvier. Mais pour lui, c'est le moment à tout prix. Il a une carrière comme un peu particulière. C'est le moment de gagner le plus gros contrat de sa carrière. On peut le comprendre aussi. Et dernière petite chose, c'est une super nouvelle pour les Diables. Il va être en manque de rythme pour Belgique-Maroc. Tant mieux. Attention, Grenidella. Il se plie à la décision du club, mais on l'a clairement senti, Max hier. Il n'est pas content, il n'est pas heureux de cette décision. C'est un joueur qu'il a défendu corps et âme, il l'a mis sur un piédestal depuis le début, avec Raskin aussi. On sent vraiment qu'il en a gros sur la patate. Et une autre donnée par rapport à ce que Christophe dit ici, Selim Amala, ça va être compliqué pour lui. Il va potentiellement rester 1 an sans jouer. Parce que je ne vois pas un club venir l'acheter maintenant en janvier et ça va être compliqué. Après la Coupe du Monde, s'il fait une bonne Coupe du Monde, il est fin de contrat. Le principe qu'il est en fin de contrat. Personne ne va dépenser de l'argent pour le signer déjà, oui, mais peut-être pas le faire. Peut-être pas oui, mais allez, le Standard a quand même tout intérêt à peut-être prendre un petit pactole dessus et finalement le garder, le payer, prendre un petit truc. Alors ça devient de la pure vengeance. C'est un peu peut-être. Il y avait dans les plans un moment de Stellar de trouver un club. Et de le mettre en vitrine évidemment pour la Coupe du Monde et ici pour le moment, de trouver un club qui l'achète en janvier et qui le prêterait dans la foulée au Standard jusqu'à fin de saison. Mais c'est un montage qui me semble assez compliqué. Ça semble complexe, Max. On a quand même plus l'impression qu'on part sur une situation un petit peu comparable à celle qu'a vécu le PSG avec Rabiot à l'époque. Oui, c'est un petit peu ce genre de cas-là, mais quand Christophe dit la direction se fait respecter, je suis tout à fait d'accord. Par contre, imaginons le Standard est battu hier, on fait un décrassage spécial Standard, hein, c'est la crise. Il faut pas se voler la face. Donc oui, bravo parce qu'il gagne. Mais s'il ne gagne pas et qu'on dit cette équipe a manqué de créativité, c'est déjà un petit peu, on remet tout en question, quoi. Et si ils ont gagné ici, imaginons dimanche contre l'Antwerp, on voit sans Zinkernagel, il manquait vraiment cette patte dans l'entrejeu, un peu de créativité, on va dire en fait la créativité elle est en tribune, c'est Amala, elle est même pas en tribune, elle est chez elle. Julien, tu comprends toi la position du Standard ? Oui, mais c'est plus moi le timing qui m'interpelle, parce que c'est vrai que si tu le fais avant le début de saison, c'est compréhensible, mais là j'ai l'impression que le Standard était quand même bien content lors des 10 premières journées, des 9 premières journées, si on accepte la contre-performance contre Serein, d'avoir Selim Amala, notamment en match d'ouverture contre la Gantoise, alors que le club manquait de confiance. Là, c'était vraiment la caution technique. Et c'est vrai que c'était un peu un coup de poker de le faire avant le choc wallon, parce que si on l'a vu aussi hier, il y a eu moins de créativité de la part des Liégeois. Il y a eu un tir cadré, c'est arrivé à la 83e minute. Donc heureusement, la victoire et le symbole de gagner à Charleroi enlève un peu et éclipse c'était mise à l'écart, mais c'est vrai que c'est un gros risque quand même de la part de la direction. Et Amala, peu importe ce qui se passera cette saison, imaginons le Standard retrouve une place en Coupe d'Europe, c'est très hypothétique.
qui aura lancé la saison du Standard, c'est Selim Amala, il aura du crédit là-dedans. Kevin, pour finir sur le chapitre Amala. Mais je crois surtout que ce qui est symbolique, c'est en fin de match, quand on voit Ronny Deila exploser de joie, courir vers les supporters. De suite, ce qu'il ne fait jamais. Je crois qu'il y a une énorme frustration qui l'évacue. Moi, je reste persuadé que c'est pas sa décision. Il l'a dit, c'est une décision de club. Et ça l'ennuie. Ça l'ennuie clairement. Je serais à sa place, ça m'ennuierait aussi. Maintenant, je comprendrais mes dirigeants qui veulent montrer un signe fort en tant que nouvelle direction, comme Christophe l'a dit. C'est logique. Mais voilà, on doit se mettre... On va voir ça sous deux prismes, celui du joueur, celui du club. La vérité est souvent au milieu. Et on a quand même au Standard les vecteurs d'un gros changement. Il y a Deila qui avait mis côté Cafaro, Sissako, maintenant Amala. Je trouve que voilà, le club est en train de changer structurellement, fondamentalement, et à voir dans les prochains mois, prochaines semaines, si ce sera pour le mieux ou pas. C'est vrai que c'est un peu la théorie de l'exemple et de la puissance de l'institution qu'on voit ces derniers temps. On va quand même parler un peu de jeu, messieurs. On a vu Alzate, qui était finalement le remplaçant numérique de Selim Amala. Intéressant pour sa première titularisation. Dans un autre rôle, parce qu'il a vraiment joué son meilleur poste, c'est box-to-box numéro 8. Donc Balikwisha était plus haut et donc moins bon. Enfin, c'est ce qu'on a trouvé nous. Mais bien serré par KMB aussi. Mais c'est un joueur, marquage individuel très strict, oui. Mais c'est un joueur alsaté, il a sa première touche de balle qui fait avancer le jeu. Et on l'a vu à plusieurs reprises. Au lieu de contrôler le ballon, il donne une passe directement. Et ça, au Standard, ça manque quand même au milieu de terrain. On sent qu'il n'est pas encore tout à fait prêt physiquement, pas à 100%, qu'il n'a pas encore beaucoup de rythme, mais que c'est quand même un bon joueur. Ce qui était assez intéressant, Kevin, c'est aussi, Max parlait de sa première touche de balle, c'est son jeu de corps avant cette première touche, où, avec une simple feinte, il est capable déjà de déséquilibrer le bloc adverse. Il est très jeune, mais il a déjà de l'expérience, quasiment 50 matchs en Première Ligue. La première occasion de Zinkernagel, ça vient de lui. Justement, comme tu le dis, il se tourne avec son corps, une passe en un temps vers Peritsa qui peut servir Zinkernagel, si je me trompe. C'est un joueur intéressant. Il doit, comme Melegoni, aussi comprendre l'impact physique du championnat de Belgique. Il s'est fait bouger dans les duels. C'est Bocadi qui me le disait après le match. Il a eu du mal avec le pressing en début de match. Il s'y est fait par la suite. Donc ça, il va falloir travailler aussi. C'est pas parce qu'on arrive de Première Ligue qu'on va survoler le championnat. Il l'avait dit lui-même. Et il s'est un petit peu éteint en deuxième mi-temps, mais il a quand même tenu le choc. Et c'est une plus-value assurée s'il est dans le rythme. Christophe. Ce qui était bien, je trouve, c'était que je ne sais pas si ça va durer, mais que Raskin a un peu ravalé son ego en disant bon, ben moi, pas que je mets au service d'Alzate, c'est un peu exagéré, mais je fais vraiment le boulot de 6. Vraiment le boulot de 6. Très discret finalement. Hein. Si on regarde le match juste dans la technique, on se dit ah oui, Raskin, on n'a pas vu beaucoup, mais il a couru comme un malade. On le voyait marqué par l'effort après le match, parce qu'il devait aussi courir pour Alzate à côté, etc. Donc je pense que ça c'est bien, et qu'en plus Raskin a peut-être un peu à apprendre aussi d'Alzate, de voir ce qu'un milieu de terrain qui veut être, parce que lui, il a sans doute envie de jouer en 8 dans son idéal, un jour Raskin. Et ce qui peut-être doit encore travailler pour passer ce dernier palier, peut-être alors viser un beau transfert un jour à l'étranger. Sobre et efficace, Max, Raskin sur ce match. Oui, mais pour revenir à Alzate, il y a aussi une autre donne, c'est le repositionnement de Chimirot comme défenseur central. Si Laifi est fit, je pense que Chimirot joue peut-être à la place de Alzate. Et je trouve qu'il y a plus de complémentarité entre Raskin et Alzate qu'entre Raskin et Chimirot, qui ont tendance souvent un peu faire la même chose. Ici, je trouvais qu'il y avait une vraie complémentarité. Et Raskin, j'ai trouvé très bon défensivement. Dans la récupération, il presse toujours vers l'avant, Raskin. C'est ça qui est intéressant chez lui, parce que chaque récupération de balle, c'est presque une contre-attaque. Par contre, dans la construction, un peu plus compliqué. Alors, je veux rendre quand même à César ce qui lui appartient. J'avais dit que c'était une trouvaille pour Ronny Deila, défenseur central pour Chimirot. Il ne faut pas oublier quand même que c'est Philippe Montagnier qu'il avait mis là en Coupe d'Europe. Et Bocadi s'en souvenait très bien. Et franchement, chapeau à ce joueur-là, parce qu'on le mettait à la cave, on lui disait il faut qu'il parte, il a fait son temps. Il arrive à se renouveler. Et je l'ai trouvé exceptionnellement bon à Charleroi. Droitier, médian, dans une défense à 3. Balle au pied, je ne suis pas sûr qu'il y ait plus fort au Standard. Ouais. En tout cas, c'est vrai que c'est un beau recyclage, on va appeler ça comme ça. Voilà, on a beaucoup parlé du Standard, on va parler de Charleroi. Et on va se demander, Julien, est-ce que c'est juste un souci d'efficacité finalement ce match? Parce que le contenu a été intéressant, mais en termes de réalisme, il y a quand même un gros chantier. Après, c'est pas la première fois cette saison qu'à l'issue d'une défaite, Edouard Steele plaide justement en disant que son équipe méritait mieux. C'est vrai, il l'avait moins revendiqué à Anderlecht quand les chiffres... il avait quand même un peu crispé Felice Mazzu. Voilà, quand les chiffres étaient moins conformes à cette réalité. Je pense tout simplement que oui, c'est vrai, Charleroi méritait mieux, mais à force de plaider justement ce manque de réussite, c'est aussi des explications rationnelles. C'est justement Charleroi
pour moi, paye son marché des transferts sur le poste de numéro 9. Quand on a des ambitions, on ne peut pas faire confiance et on ne peut pas partir dans la saison avec Badji qui était en crise de confiance, même si ça va un peu mieux. On voit qu'il y a quand même beaucoup de lacunes. Ben Bouali qui découvre le championnat, ça fait 3 matchs là qu'il est en tribune. Et le jeune Descott, si on veut revendiquer, je ne parle même pas du top 4, mais du top 8, c'est assez léger quand même. Badji, ce qui est quand même fou sur ce match-là, c'est qu'on le voit réaliser un enchaînement assez dingue. Manque de chance. Hein. Où vraiment, il ne peut pas faire mieux. Mais derrière, il y a ce ballon qui arrive sur un centre en retrait où c'est presque plus facile à faire, mais il est très mal placé et il gère très mal la situation. Mais après, c'est vrai qu'il revient de loin et on l'a vu au Loto-Park quand il a tenté sa talonnade. Et on sait même, il a été signalé en jeu, mais on ne sait même pas s'il l'était. Ouais. Et ça passe juste à côté. On sent par ces gestes-là, comme ça retournait aussi hier, qu'il reprend de la confiance. Mais c'est vrai que c'est très délicat parce que devant le but... La différence avec la saison passée, c'est qu'il y avait Nicholson et Bayo pour marquer, pour finir. Et là, forcément, quand on doit faire rentrer Heymans en faux neuf, on voit d'ailleurs sur la dernière action que c'est pas un numéro 9. Il doit toujours la marquer, quoi. Mais bon, honnêtement, même un défenseur central là, a une tête dans le temps, ça va toujours finir au fond. Hein, et Golizadeh, c'est lui. Quelle entrée en jeu. Je vais pas dire que c'est lui le meilleur joueur de Charleroi, mais il a cette verticalité que les autres n'ont pas. Et il a dans son pied quelque chose que personne n'a à Charleroi. Donc moi, j'ai suivi Charleroi depuis qu'il est arrivé. Je trouve que c'est un super joueur. C'est vrai que c'était assez étonnant de le voir sur le banc parce que quand il est rentré, il y a ce centre pour Heymans, il y a aussi ce petit ballon dans le dos de la défense qui est un délice. Il faudrait peut-être aussi penser à la création et à la finition, Julien. Mais est-ce que l'effectif aussi n'est pas mal construit quand on prend le milieu de terrain, on voit... Il y a un embouteillage. Un embouteillage incroyable, puis il y a de la qualité avec Morioka, Heymans, Golizadeh, Zorgan, Ilema Aritra, donc forcément ça fait des déçus, et c'est vrai que quand on voit un élément créatif comme Golizadeh, on se dit que normalement il devrait avoir sa place toutes les semaines dans le 11 de base, mais pour sortir qui c'est ça qui est délicat. Parce que on sait qu'Edouard Steele adore jouer avec Ilema Aritra et Zorgan. Et donc forcément, c'est soit de mettre Morioka sur le banc, soit ça devient compliqué ces choix-là dans ce secteur-là. On a beaucoup parlé de la tête de Heymans. C'est une erreur technique. Il y en a eu d'autres sur ce match-là. Celle qui provoque l'exclusion de Zorgan. Sur le but, Tchatchoua, il a un énorme volume de jeu comme Nkuba sur les côtés. Ça, je pense qu'au niveau de la Pro League, il y a peu d'équivalents. Mais on sent que c'est pas... un joueur à vocation défensive au niveau de la formation et qu'il y a des soucis là-dessus, Christophe. Oui, il le paye un moment, mais je trouve que surtout depuis le match d'Anderlecht et ici, on voit, maintenant, il a vraiment se dit, on fait un bloc bas et je mise sur la vitesse de mes joueurs. Et alors, mais ça peut se faire, hein, je ne le critique pas, mais quand on a des joueurs au milieu aussi joueurs, comme Julien le disait juste avant, je trouve que alors on veut comme s'il voulait faire deux systèmes en même temps. On va jouer au milieu, mais le reste, on cavale, on attend en bas, puis on cavale devant avec vraiment des sprinteurs. C'est impressionnant, ils ont des muscles. Moi, Charleroi me fait penser à une équipe de Ligue 1 de milieu bas de tableau. Vous voyez, c'est les équipes de 1 déjà irrégulières. On ne sait jamais dire s'ils vont faire un bon match ou un mauvais match. Et alors, c'est vraiment avec d'abord athlétique. D'abord, on ment ça. Et puis, on ajoute peut-être, si possible, une petite touche technique. Mais d'abord, on va essayer de garder le zéro. D'abord, on défend. Et je trouve que ça ne correspond pas du tout à ce que Steele il veut au départ. Mais je crois qu'il doit sauver sa tête et qu'il se dit que c'est le seul moyen pour l'instant, vu le calendrier, de prendre des points. Ça a marché contre Anderlecht un peu par miracle. Et ça n'a pas fonctionné ici contre le Standard. Et encore, des fois, on a l'impression qu'il y a on joue pas de manière instinctive dans cette équipe parce que transition offensive très rapide, mais c'est sur des circuits de passe, donc c'est très bien, on reconnaît la patte de l'entraîneur, mais des fois on se dit s'il misait sur un peu plus de verticalité, sur un peu plus jouer avec la puissance et la vitesse de Mbenza, on se dit que ça pourrait décontenancer les défenseurs adverses. Là on avait l'impression que hier, il voulait marquer selon un certain schéma, mais que personne... Est-ce qu'il ne doit pas en sortir? Parce qu'on a perpétuellement l'impression, désolé d'être vulgaire, que cette équipe, elle a le cul entre deux chaises. Entre un milieu de terrain qui est un peu plus technique et qui veut jouer au ballon, on l'a déjà beaucoup dit dans cette émission-là, que des joueurs comme Zorgan ou comme Ilema Aritra ou Morioka sont faits pour ça. Mais finalement, est-ce que en termes de puissance et en termes de vitesse, il n'y a pas plus d'efficacité à avoir là? Est-ce qu'ils ne sont pas meilleurs dans ce registre-là? J'ai l'impression qu'on devrait peut-être laisser davantage de liberté offensif, dans le sens plus... là, on a vraiment l'impression que les joueurs suivent le discours, le schéma de l'entraîneur,
mais il n'y a pas de folie, il y a pas de, on ne sait pas emballer un match. C'est vraiment sur des schémas préétablis. Je ne sais pas si vous partagez aussi ce constat. Mbenza, c'est l'exemple type. Il a rangé son frein pendant tout le match. On l'a vu à un moment devant nous en deuxième mi-temps. Il était constamment seul. Il appelait le ballon, et dans le dos de Wall et de Balikusha, il y avait énormément d'espace et il les avait vus. Il n'a jamais été servi. Pour l'avoir connu au Standard, ça doit pas lui faire plaisir ce genre d'avertissement est vraiment lié à sa frustration en fin de match. Totalement. Donc je crois que Edouard Steele, pas Will, qui était en tribune devant nous, devrait un petit peu revoir son fusil d'épaule parce qu'il a les qualités. Maintenant, pour jouer comme il joue, il doit avoir un tueur. S'il a un tueur hier, c'est 4 buts à 1, on n'en parle pas. Et effectivement, Badji n'est pas ce tueur, il doit revenir à des fondamentaux avant de tenter des bicyclettes. Ouais, finalement, Charleroi fait un meilleur match hier que contre Anderlecht. Bien sûr. Mieux joué, mais c'est les 3 points. C'est vrai qu'Anderlecht, c'est quand même limite un miracle. Voilà, mais à part cette action-là... C'est fou. S'il avait été battu à Anderlecht, il aurait été les grosses pressions. Et aujourd'hui, le débat serait peut-être la question, est-ce que Steele stop ou encore s'il avait été battu aussi à Anderlecht. Donc, je comprends qu'en tout cas, qu'il joue de manière très réfléchie. Mais quand on le voit le long de la touche, on s'est fait la réflexion plusieurs fois, c'est si un joueur est 1 mètre trop à gauche ou trop à droite, c'est directement, il va lui dire. Et je dis pas que c'est aussi ça, être coach. Mais si on veut avoir un peu de folie, un peu de créativité dans cette équipe, il faut aussi savoir dire, ne serait-ce qu'il y a un joueur, toi aujourd'hui, tu fais ça, quand tu as le ballon, c'est un peu quartier libre. Et peut-être ça ne fonctionnera pas, mais au moins essayer avec des joueurs comme Golizadeh. On verra en tout cas si Edouard Steele fera des changements. Il y en a un qui a fait des changements, ça s'est bien passé pour lui ce week-end, c'est Felice Mazzo. Est-ce qu'ils sont partis pour durer, Christophe, ces changements? On en a vu un peu provoqué par la blessure de Julien Duranville au bout d'une demi-heure. Mais surtout... Wesley Hout, merci et au revoir. Mon néerlandais n'est pas assez bon pour le dire dans la langue de Vondel. Ce qui était assez rigolo, pas pour Wesley Hout évidemment, mais quand la speakerine, on dit speakerine, je ne sais pas. Il faut dire salut en tout cas Kamaline, c'est une voix féminine. Et quand elle a dit donc changement, entrée de Stroikens, sortie de Wesley Hout, le public anderlechtois, on a l'impression qu'Anderlecht venait de marquer un goal, tout le monde a relevé la tête parce que c'est à peine le coup d'envoi, voilà, changement 46e Anderlecht. Et vraiment, ça a été là. Donc voilà, Wesley Hout a été mis au courant de ça. C'est très dur évidemment parce qu'il a été très très longtemps soutenu par le noyau dur d'Anderlecht. Et là maintenant, voilà, ils l'ont lâché définitivement. Mazou semble avoir lâché enfin, alors que son staff lui faisait comprendre que c'était peut-être une bonne idée d'essayer autre chose que Wesley Hout depuis plusieurs semaines. Donc voilà, maintenant ça sent la fin. C'est un joueur particulier et en plus il y a eu un vrai clin d'œil, c'est que sa faute complètement stupide, il l'a fait au moment pile où les supporters d'Anderlecht entrent en tribune comme ça. Regardez bien la grosse bêtise que j'ai faite, ça c'était quand même assez savoureux. Mais surtout Wesley Hout, on le sait, soit il est titulaire, soit il doit partir. Il n'y a pas d'entre-deux avec lui, c'est pas possible. C'est un garçon qui a un énorme ego, ce qui fait que, aussi, ça a été un bon joueur, mais il faut savoir, il a joué en Italie, il a joué en Angleterre, il vient jouer en Belgique, déjà l'Antwerp, pour lui, voilà, il venait pour son gros salaire. Il a encore un très très gros salaire en Anderlecht, il a un des plus gros salaires du vestiaire. Et donc, il se sent un peu obligé de se dire, je ne peux pas juste être correct, je dois être très bon. Mais c'est un défenseur bon, correct, pour la Belgique. Il ne faut pas non plus dire maintenant il est nul. Il n'est pas nul. Mais ce qui est dans sa tête, il se dit je dois être très fort. Et alors il veut montrer à chaque touche de balle qu'il est très fort. Déjà pour un attaquant, c'est pas bien, mais alors pour un défenseur, c'est la catastrophe évidemment. Parce que non, il n'est pas très fort pour la Belgique. Et là, alors, à force de se répéter tout ça, en fait, il surjoue. Et donc, évidemment, il a cette frustration. Et donc, il s'énerve sur tout le monde. À un moment, il rate une passe. C'était le terrain. À un moment, il rate un truc. Il regarde le jeune de base qui avait strictement rien à voir dans cette action-là. L'air de dire, mais. Voilà, il a une attitude détestable. Ouais, c'est horrible. Leader négatif, c'est Alex Tecla qui disait ça la semaine dernière. On a tous parfois connu, même en 4e provincial, des joueurs comme ça qui râlent sur tout. C'est horrible. Alors j'imagine à ce niveau tout le temps, et depuis des mois et des mois maintenant, ça fait des mois qu'il est en Anderlecht, ça doit être très très dur. Surtout les gamins qui n'osent rien dire, voilà, c'est pas facile. Moi, je trouve qu'il y a une grosse symbolique Wesley Hout parce que, en tant que coach, si je me mets à la place de Mazou, je peux comprendre que directement il va chercher Wesley Hout et le mettre de son côté en disant c'est lui le plus gros écho du vestiaire, je vais l'avoir de mon côté, je crée comme ça un groupe, une collectivité. Ça se passe bien au début, tout va bien, et puis les matchs s'enchaînent, ça va moins bien, et Hout est fautif. Et là il est entre les deux, soit je le soutiens, soit je le mets dehors. Mais alors il sent que le groupe se retourne un petit peu contre Hout, les supporters aussi, et donc contre lui. Donc il n'a plus le choix, il doit l'enlever. Là, il avait vraiment sur le match de hier, il y a une cassure, clairement. Ah oui, c'est la... De 1-0 à 1-3. Le score dit tout. Voilà, il dit tout. Mais bon, après, il a expliqué ça tactiquement en disant
il fallait que je sorte un défenseur puisque je changeais de système. Et donc, entre les trois, j'ai gardé celui qui était. J'ai enlevé Ouais, ça celui fait qui était le moins rapide. Ça fait un peu Parce penser que au ma ligne, ça standard va très quand vite, ouais. Ducen sort, quand il faut passer à une défense à 4. On l'a vu plusieurs fois cette saison, alors que c'est le capitaine aussi. Je dis pas que ce sont les mêmes joueurs. Mais il a moins d'impact négatif sur l'équipe. Oui, clairement. Mais voilà, Wesley Hood, maintenant, c'est se dire vraiment, Anderlecht, ils se disent effectivement, soit il est dans le 11 de base, soit on le fait partir parce que c'est un garçon qui n'est pas fait pour être sur le banc. Pas Anderlecht, en tout cas, il est peut-être fait pour être sur le banc en Angleterre, dans sa tête éventuellement, même si je ne pense pas que maintenant un club de première ligue va venir le chercher. Mais peut-être parce qu'à Malte, je crois que c'est la division 1 à Malte, ça s'appelle la première ligue aussi, donc peut-être là. Non, j'exagère, mais en tout cas, la fin de carrière va être très difficile pour lui parce qu'il a 28 ans, je pense, maintenant, et il gagne quasiment 2 millions d'euros à Anderlecht. Qui va venir le chercher à part le mettre au Moyen-Orient, je vois pas. Donc il va avoir une carrière, il va devoir vraiment ravaler son ego et se dire voilà, maintenant je prends l'argent. Pas besoin d'un défenseur central à Burnley, non? mais non, justement, pour la petite histoire, donc c'est Kompany qui a énormément insisté pour avoir Wesley Hood, parce qu'il l'avait vu à l'Antwerp, il le trouvait que c'était un leader. Parce qu'on se rappelle, il y avait une phase où il avait vraiment alors qu'il était défenseur de l'Antwerp, il avait enguirlandé Doku en disant tu manques de respect, tu dois apprendre le métier. Et Kompany avait apprécié ça. Il disait ça, il sait faire montrer ce que c'est le métier aux gamins, vu qu'il y a beaucoup de gamins Anderlecht. Et tout ça faisait en plus bonne relance. Il dit pied gauche, c'est ce qu'il me faut. Il a insisté. Et au bout de 2 mois d'avoir Wesley Hood, il s'est dit bon, s'il part, c'est pas grave. Mais il a déjà été remplacé quand Anderlecht a fait venir Vertonghen. C'était aussi une manière de dire voilà, maintenant c'est lui, l'expérimenté, c'est plus Wesley Hood. Et donc, Mazzou, je ne suis pas sûr qu'il a poussé pour Vertonghen et dire je veux absolument Vertonghen. Mais la direction, connaissance historique avec Hood, s'est dit si on met Vertonghen, on offre une possibilité à Mazzou de sortir Hood. Et c'est ce qui se passe. Oui, c'est vrai que ça coïncidait aussi parce que c'était une opportunité de marché. Il y a ces changements qui ont été importants. On a changé de système. On l'avait déjà vu quand même, cette défense à 4 sur certaines séquences, sur certains matchs, notamment contre le Steaua Bucarest. On est parti maintenant pour que ça dure, ça, Christophe? En tout cas, tout le monde le veut dans les supporters, même dans le club, parce qu'ils se disent finalement ça correspond peut-être mieux pour l'instant à ça. Mais ça va pas être simple. C'est pas aussi simple parce que déjà le noyau était construit pour être en 3-5-2. Vraiment, c'était l'idée. Quand ils l'ont pris de l'Union, ils ont dit il va amener son système, tout va bien. Murillo, ce sera plus simple. Enfin, voilà, tout le monde se disait, il y a beaucoup d'attaquants maintenant. Il n'y en a pas beaucoup des bons, mais il y en a beaucoup. Donc voilà, il y a tout ça qui fait. Il y a beaucoup de milieu de terrain. Enfin, bref, tout a été construit pour un 3-5-2. Et maintenant, si on revient à 4-4-2, ça change. Et en plus, qui jouait en 4-4-2? C'est Kompany, évidemment. Donc c'est un peu faire un aveu de faiblesse du club et même un peu du staff, de se dire, bon, on a essayé notre système et tout, mais on revient à ce qui allait avant, au 4-4-2. Qui aura aussi ses limites parce que Refaelov, il a fait ce qu'il pouvait, vraiment, c'est d'ailleurs vraiment formidable à 37 ans et cette mentalité de joueur qui a été sous les dors, je trouve qu'on n'en parle pas assez, c'est vraiment un joueur formidable à ce niveau-là. Il s'est battu, mais jouer sur le côté gauche à son âge dans un 4-4-2, ça va devenir difficile. Donc il y a plusieurs joueurs comme ça va être un peu compliqué. Donc voilà, je ne suis pas certain non plus que le 4-4-2 soit la solution miracle et que l'ego du staff et du club va faire qu'on va rester dans ce système. Un petit mot quand même pour finir sur Ndiaye, très intéressant. Ouais, c'est vraiment un super joueur. Il m'a fait la même bonne impression au premier match que Chancel Mbemba. Je ne dis pas qu'il va faire la même carrière, etc. Ce n'est pas la même position exactement, mais à la fois dans le jeu défensif, dans l'audace, dans la technique, c'est vraiment un joueur assez impressionnant. Athlétiquement, techniquement, il est très complet. Et on sent qu'il a une mentalité de gagneur. Il était hyper stressé au début de match. D'ailleurs, il ratait tout. Mais dans cette volonté de bien faire et tout, d'ailleurs, il s'est fait vraiment enguirlander par Wesley Hood. Ça n'a pas aidé à enlever le stress. Enfin, là, je m'acharne sur le pauvre Wesley. Mais vraiment, c'est vraiment un joueur à revoir. Et il a été meilleur, évidemment, à 4. Lui, c'est vraiment un défenseur gauche dans ce système à 4. Quoi. Il est pas assez athlétique, pas assez joueur pour faire vraiment tout le flanc à la Murillo, mais défensivement, il a été formé à ce poste-là. Il vient combler une case qui était manquante. Et d'ailleurs, il n'y a pas de. On se dit, si on joue en 4-4-2 à Anderlecht, c'est le seul back gauche. Vertonghen, il faut retourner à l'époque Wilmots, mais il sera ravi si on le remet là-bas. Il n'a jamais aimé. Voilà, donc il n'y a pas d'autre solution. Et pour revenir au 4-4-2, parce que Mazzou peut aussi un peu retourner l'histoire, ça a toujours été son système préférentiel avant. Donc il pourra dire non, c'est pas le système Kompany, c'est le système Mazzou d'avant. Il y a toujours manière de tourner la réalité d'une certaine manière. Comme il y a une manière de s'amuser sur les pronostics, on va finir là-dessus, messieurs. Comme ça, on pourra vous le ressortir la semaine prochaine. Anderlecht, Club Bruges, Kevin. J'ai envie de voir des buts de 2. Julien. 0-2 pour Bruges. Maxime. 1-1. Christophe. 1-3.
On verra qui aura raison la semaine prochaine. Je ne joue pas à ce jeu-là, mais eux, ils jouent encore mieux que moi. On se retrouve très vite pour un nouveau décrassage dans le DH Football Club. Salut! DH Football Club. Le décrassage.